Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 2 septembre. Demain, nous commémorerons la libération de Monaco durant la Seconde Guerre mondiale. Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, sera avec nous en plateau pour évoquer sa date historique pour la principauté. Formule 1, basket, football, les dernières actualités sportives du week-end seront également évoquées dans votre JT. Tout comme cette tendance, la barbe est devenue un phénomène de société, si bien que le look au poil est aujourd'hui un basique. Le métier de barbier n'a jamais été aussi actuel, nous avons enquêté. L'argent liquide est-il en voie de disparition? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre ce soir avec Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit bancaire. Il nous expliquera notamment l'évolution des pratiques avec les nouvelles technologies. Le 3 septembre 1944, la principauté était libérée par les troupes américaines et les forces françaises de l'intérieur. Des commémorations vont avoir lieu demain en principauté. Le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, Thomas Fouilleron, nous attend en studio pour évoquer sa date historique pour la principauté. Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir Émilie. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour évoquer ce 3 septembre 1944, une date très importante pour Monaco. En effet, une date importante dans le cadre de l'histoire européenne, puisqu'il faut replacer la libération de Monaco dans le cadre de la libération du sud de la France à partir du débarquement en Provence, le 15 août 1944. Et à partir de cette date, les troupes alliées vont progresser le long de la côte, et notamment pour les troupes américaines, en direction de Monaco. Et puis parallèlement, évidemment, comme partout en France, il y a l'action de la résistance intérieure, et notamment autour de Monaco, des forces françaises de l'intérieur et des francs-tireurs partisans, les FTP, donc de tendance communiste, centrés autour de Beausoleil, et qui vont faire pression sur ce qui reste de troupes allemandes et qui vont finir par évacuer la principauté dans la nuit du 3 septembre 1944, ce qui va permettre aux résistants d'entrer triomphalement dans Monaco et aussi aux troupes américaines, puisque même si la principauté est un État neutre, et d'ailleurs le général Frédéric prendra bien le soin de préciser à ses troupes qu'il ne faut pas pénétrer à l'intérieur de la principauté, il fera une instruction dans ce sens, et puis des écriteaux seront positionnés à l'extérieur de la principauté, et même à certains points comme le casino. Mais on a des images d'archives qui montrent que les soldats américains, bon, sans doute ils avaient la curiosité d'aller voir ce que représentait Monte-Carlo et le temple du jeu. Donc on a quelques images d'archives tournées autour du casino. Donc il y a eu quelques incursions américaines, donc malgré l'instruction de respecter la neutralité monégasque. Est-ce que c'est un jour de délivrance pour les monégasques? Alors c'est évidemment un jour de délivrance, puisque même si la principauté n'a pas été un pays belligérant entre 1939 et 1944, la principauté a dû subir deux occupations successives. L'occupation italienne à partir de novembre 1942, donc quand la ligne de démarcation en France est supprimée, que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, et puis après la capitulation italienne en septembre 1943, ce sont les Allemands eux-mêmes qui occupent Monaco et qui notamment organise un certain nombre d'arrestations de réfugiés juifs à Monaco. Monaco avait pris position lors de ce conflit. On le rappelle, on était alors sous le règne du prince Louis II. On était sous le règne du prince Louis II, un prince éminemment francophile qui s'était engagé dans l'armée française durant le premier conflit mondial. Un prince qui, au départ, il faut l'admettre, a été plutôt séduit par le régime du maréchal Pétain, tout en, notamment pour ce qui est de la législation antisémite, étant extrêmement opposé à un copier-coller des dispositions françaises à Monaco. Et il a fallu véritablement que l'article 1er du traité de 1918, qui mentionne l'intérêt supérieur de la France à Monaco, pour que la fameuse rafle, malheureusement, d'août 1942, en l'absence du prince Louis II,
soit perpétrée. Donc oui, c'est sur le plan matériel, évidemment, la libération de conditions de ravitaillement, de rationnement. Monaco a connu évidemment le rationnement et le connaîtra en réalité comme pour toute la France jusqu'en 1949, parce que l'économie mettra un certain temps à se remettre en place. Et puis, la normalisation ne s'effectue pas tout de suite. Il y a malheureusement une période d'épuration sauvage. Évidemment, on peut penser à un professeur au lycée de Monaco, Lucien Pochard, qui est arrêté par les FFI, qui, au moment de son arrestation, tue 2 FFI et qui lui-même est exécuté un temps plus tard. Puis après, il y a le temps de l'épuration légale avec un comité de libération. Et puis très vite, la France envoie des troupes régulières qui stationneront en principauté jusqu'à l'automne 1945. Donc on peut dire qu'en réalité, la libération de Monaco, évidemment, ce n'était pas une troupe d'occupation, c'était une troupe destinée à maintenir l'ordre et à épauler la police monégasque. Eh bien, c'est la fin de l'année 1945. Et dans les conséquences de la libération, petite anecdote, c'est impensable aujourd'hui, entre octobre 1944 et le printemps 1950, il y a une permanence du Parti communiste français à Monaco, rue Grimaldi. Je pense que beaucoup l'ont oublié, mais évidemment, il faut se souvenir que cette libération, elle se fait dans une atmosphère évidemment sociale particulière et avec un poids de la résistance communiste autour de Monaco qui est très important. Vous l'avez dit, le conflit continue après le 4 septembre. Est-ce que Monaco paiera un lourd tribut, aussi bien humain que matériel? Alors matériel, bien sûr, parce que dès avant la libération, parce que Monaco est occupé par l'armée allemande, Monaco subit les bombardements alliés, subit aussi les bombardements allemands, contre les bombardements alliés qui bombardent notamment les positions du mont Agel. Et le ministre d'État Roblot essaie justement, quelques jours avant la libération, d'éviter, en rappelant la non-belligérance, en rappelant la neutralité de Monaco, d'éviter que Monaco soit pris en quelque sorte entre deux feux. Mais malgré tout, l'établissement thermal à Monte-Carlo, le bâtiment de la Poste à Monte-Carlo furent détruits par ces bombardements. Et puis il y a eu encore, jusqu'en 1945, un accident, mais une mine, le port avait été miné par les Allemands, et une mine a explosé, faisant plusieurs morts en 1945. Donc effectivement, il y a eu des séquelles de la libération encore pendant un certain temps. Thomas Fouilleron, alors que l'on célèbre le centenaire de sa naissance en cette année 2023, est-ce que le prince René III, alors prince héréditaire, a joué un rôle dans cette Seconde Guerre mondiale? Un rôle éminent, évidemment, parce que le prince Régnier devient justement prince héréditaire au printemps 1944. Il est tout jeune, il a 21 ans, il est juste majeur à l'époque. Il effectue, à l'occasion de cette libération de Monaco, en quelque sorte son premier coup d'éclat politique, parce qu'il quitte le 30 août volontairement le palais pour protester contre la politique collaborationniste du gouvernement Roblot, disant qu'il ne regagnera le palais que lorsque son grand-père aura changé de chef du gouvernement, donc ce qu'il finit par faire donc, avant la fin du mois de septembre 1944. Et le prince Régnier estime de son devoir, à la fois par respect de la tradition de ses ancêtres, de s'engager dans l'armée française depuis le XVIIe siècle, depuis le traité de Péronne, et de présenter par sa jeunesse et dans son engagement dans les armées de la Libération, eh bien, une sorte de garantie vis-à-vis des Alliés pour que celui qui porte l'héritage des princes de Monaco et qui sera le futur souverain, eh bien, puisse avoir apporté sa pierre à cette libération de l'Europe. Et il ira évidemment jusqu'à Berlin, et c'est à Berlin où il rencontrera celui qui sera son premier ministre d'État, l'économiste Jacques Rueff. Une exposition sera consacrée à Jacques Rueff, premier ministre d'État donc du prince Régnier en 1949-1950, au mois de novembre au ministère d'État, mais nous en reparlerons certainement. Avec grand plaisir, Thomas Fouilleron. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer cette date du 3 septembre, et évidemment plusieurs commémorations auront lieu en principauté ce dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous.
Ouvrons une page sport avec les dernières actualités du côté de l'Italie. Tout d'abord, où Charles Leclerc a signé le 3e temps des qualifications sur le circuit de Monza. Un podium qu'il partage avec son coéquipier Carlos Sainz, qui lui a décroché la pole. Un résultat rêvé pour la Scuderia Ferrari devant son public. Le Grand Prix d'Italie sera à suivre ce dimanche à partir de 15 h. En basket, la préparation de pré-saison de la Roca Team se poursuit et on peut dire qu'elle va dans le bon sens. Les Monégasques ont signé un 2e succès en match amical. Ils étaient opposés au club turc de Manisa BBSK, score final 91 à 77. Un résultat obtenu sans Sacha Obradovic sur le banc. Il a été expulsé dès le début du match pour contestation. Ruben Aguilar quitte l'AS Monaco, le défenseur a été transféré au RC Lens. Arrivé à l'été 2019, Ruben Aguilar a disputé plus de 120 matchs avec le club de la Principauté. Une nouvelle aventure s'offre désormais pour le natif de Grenoble. Le football, il en sera question lundi à 19 h 30 avec le retour des experts du foot. Christophe Paco décortiquera l'actualité du ballon rond avec un nouveau consultant, David Ducci. Il est notamment l'adjoint d'Hervé Renard en équipe de France féminine. Intéressons-nous à présent à ce phénomène de mode que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas. La barbe est devenue ces dernières années un look tendance au même titre que les cheveux. Yannick de Bever et Olivier Bonello ont été vérifier cela chez un barbier monégasque. Regardez. Difficile de savoir réellement qui et quoi a subitement fait pousser la barbe des hommes depuis une dizaine d'années. Si le mouvement hipster des années 2000 peut se targuer d'en être la principale inspiration, la barbe fait aujourd'hui partie intégrante du style des hommes. Il n'y a pas que la barbe, il y a tout le style qui va avec, donc la coupe, les coupes à l'américaine, très rasées sur les côtés, ce qu'on appelle les American Fade, qui vont très bien avec le style de la barbe. Donc après vraiment la barbe c'est vraiment un style, hein, c'est quelque chose un peu à part. Ça va avec les tatouages, c'est vraiment les nouvelles tendances. Si l'on parle de barbe, il faut absolument respecter la règle de 3. 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Pour satisfaire les demandes constantes, les barbiers se multiplient un peu partout. Mais les marques de cosmétiques doivent elles aussi suivre cette tendance pour pouvoir offrir aux hommes l'entretien d'une barbe parfaite à la maison. Aujourd'hui, on a vraiment tout pour la barbe. On a les shampoings, les mousses, les cires, des parfums, on a vraiment tout. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas avoir une barbe bien soignée. Avec ou sans barbe, c'est le visage d'un homme qui peut changer du tout au tout. Cette journée mondiale de la barbe, célébrée le 2 septembre, est aussi un hommage à celles et ceux qui s'y frottent et s'y piquent. C'est une des ambassadrices les plus discrètes de la Principauté. Et pourtant, propriétaire d'AMC Haute Couture, Angela Petrulli fait rayonner l'artisanat monégasque à travers le monde. Tout juste rentrée du Congrès international des maîtres tailleurs, Yannick de Bever et Olivier Bonello ont été à sa rencontre. Des gestes réalisés au millimètre pour des créations grandioses. Voilà le métier de maître tailleur, un savoir-faire artisanal qu'Angela Petrulli ne cesse de promouvoir à travers le monde. Avec son mari, elle a créé AMC Haute Couture, une enseigne monégasque dans la pure tradition de la mode à Monaco, éternellement incarnée par la princesse Grace. Disons, le métier de la maître couturière, maître tailleur, c'est un métier qui comprend un peu l'exigence du client pour après l'habiller, mais habillé comme si c'était un second peau. En fait, l'idée, c'est qu'il soit à sa place, à l'aise, et qu'il soit convaincu qu'il soit vraiment bien habillé pour l'occasion qu'il a définie. AMC Haute Couture est une histoire de famille. Depuis peu, l'enseigne s'est agrandie pour ouvrir une boutique de création designée par Chiara, la fille d'Angela. Une transmission chère à la mère de famille qui se bat chaque jour pour que son métier ne s'éteigne pas en Europe, peu à peu dépassé par les pays asiatiques. Le maître tailleur, c'est quelqu'un qui construit soi-même et qui, quand la pièce il est finie, il y a une gratification qui c'est impayable.
Ça, c'est une sensibilité qui c'est important de transmettre à les enfants, surtout parce que une fois que les jeunes, les adolescents, ils vont avoir, je sais pas, 14, 15 ans, ils ont déjà des autres intérêts. Malheureusement, là, dans cette dernière année, on n'a pas trop fait attention à faire jouer avec la couture les enfants. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'est ce métier-là. Cette année, Angela Petrulli a participé à son 6e congrès de la Fédération internationale des maîtres tailleurs. Un événement qui lui permet de mettre en valeur sa créativité et le drapeau rouge et blanc bien sûr. Femme investie dans la vie sociale monégasque, elle fait partie de l'association Femmes Chefs d'entreprise de Monaco, une organisation qu'il a désignée pour organiser un défilé le 21 septembre prochain, juste devant son atelier. L'argent liquide serait-il en voie de disparition? Si la crise sanitaire et les avancées technologiques ont rebattu les cartes concernant nos moyens de paiement, les Français paieraient que la moitié de leurs achats en espèces. Mais ils resteraient toutefois attachés à la monnaie fiduciaire. Avant d'évoquer son avenir avec Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit bancaire, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre moyen de paiement privilégié. Réponse au micro de Yannick de Bever. La carte bleue parce que c'est plus facile, c'est plus pratique. À Monaco, je peux Carlo, parce que c'est pratique. Hein, et puis, ça fait travailler les commerçants de Monaco et ça rapporte aussi du cashback. Hein. Et après, la carte bleue. Carlo parce qu'il y a le cashback. Et cash parce que bon, au marché, c'est vrai que pour les fruits et légumes, c'est mieux avec produit cash ou carte bleue. Mais Carlo, dès qu'il y a quelque part une boutique qui a le Carlo, je l'utilise pas mal. La carte bancaire, c'est plus simple, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent sur soi. Question de praticité. Question de praticité. En fait, on a toujours du liquide sur nous, les cartes on les a, mais on privilégie l'espèce au maximum. Je crains énormément la monnaie numérique dont on parle beaucoup et qui risque d'arriver. Donc, je paye en cash. Le cash finalement a encore la cote, même si les nouvelles technologies nous incitent à utiliser des alternatives. Bonsoir Pierre-Damien Fougou. Bonsoir. Vous êtes doctorant en droit bancaire. D'entendre encore des personnes attachées au paiement en liquide, est-ce que cela vous étonne? Alors, par rapport à votre question, est-ce que l'utilisation de l'argent liquide aujourd'hui à l'ère des paiements numériques, est-ce que cela m'étonne? Pas foncièrement. Parce que, de toute façon, l'argent liquide a une forte empreinte dans la population de la société. C'est de l'argent qui est simplement utilisé, qui est utilisé de manière très simple, de manière assez facile. Donc, c'est normal que l'argent liquide s'utilise encore, même si à côté, nous avons de beaux modes de développement monétaire, surtout en termes de moyens de paiement. Bien sûr, est-ce qu'on peut traduire cet attachement? Parce qu'on a toujours eu l'habitude de payer en liquide, toujours avec des billets et des pièces. Alors, bien évidemment, quand on parle de monnaie, quand on parle d'argent surtout, l'un des éléments principaux de l'argent, c'est la confiance. Alors, étant donné que cette confiance en la forme monétaire, en la forme de monnaie fiduciaire, a été instaurée depuis les temps anciens et s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait normal que toute une population, et même que des générations, les anciennes générations et les nouvelles, aient confiance en cette monnaie-là et continuent de l'utiliser. Alors, ce n'est pas de sitôt que l'argent liquide disparaîtra. Et cette évolution des pratiques, on la doit à l'évolution technologique. Hein. On peut même payer avec nos téléphones maintenant. Bien évidemment, bien évidemment. Et en plus, au-delà même de cela, c'est la fluidité aujourd'hui des moyens de paiement dématérialisés, numériques, digitaux, tout ce qu'on dit. Leur fluidité, leur sécurité, aujourd'hui, permet à des personnes, surtout de la nouvelle génération, de se dire, mais si j'ai envie de payer quelque chose à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, en Asie, etc., je peux le faire sans avoir donc besoin de monnaie fiduciaire. L'intérêt de la monnaie fiduciaire aujourd'hui, de l'argent liquide, n'est plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation a fait de telle sorte que tout le monde peut payer de France, je peux payer en Belgique, de Belgique, je peux payer en Suisse, au Togo, en Afrique, etc. Et c'est la raison pour laquelle l'argent liquide va toujours s'utiliser, c'est vrai, mais dans une moindre mesure par rapport à la mondialisation qui se veut totalement grandissante. Eh bien, merci infiniment pour cet éclairage, Pierre-Damien Fougou. On rappelle que vous êtes doctorant en droit bancaire. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Pas de trêve estivale pour les bénévoles qui donnent de leur temps pour les plus démunis. Illustration ce soir avec l'équipe de la Maraude Monaco-Nice. Chaque dimanche, elle est au rendez-vous pour servir des repas aux personnes dans le besoin. Patricia Navarro, Alban Jean-Jambre et Clélia Renaud ont suivi l'association en plein travail. Tu te brûles pas? Non, je vais essayer.
Il est 16h dans ce petit local. 4 bénévoles de la Maraude de Monacony sont à pied d'œuvre pour préparer les dizaines de repas qui seront distribués un peu plus tard dans la soirée. Je répartis dans les petites boîtes en plastique les invendus que nous avons récupérés. On a préparé les sandwichs. À la fin du repas, on va distribuer du café, du thé et du chocolat. Et ensuite des viennoiseries et des pâtisseries selon ce qu'on récupère. C'est le plaisir de faire plaisir, tout simplement. Plus de 2 heures sont nécessaires pour tout préparer avec des produits qui proviennent de dons ou de collectes. De 60 repas à leur début, les bénévoles de la Maraude en sont aujourd'hui à 160-170 repas chaque dimanche. Végétarienne, voilà. On s'est aperçu qu'il y avait une carence de distribution alimentaire de rue le dimanche. Donc on a sauté sur l'occasion. La plupart des dons viennent de Monaco, ils savent ce qu'on fait. Quelques commerçants qui sont devenus des partenaires, tels le Bifort pour l'eau, Aroca, etc. Tous ces gens nous aident directement ou indirectement. Une fois la camionnette chargée, tout part donc dans un centre d'accueil de Nice où la distribution peut commencer. Depuis quelques années, alors qu'il est devenu de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, la Maraude reçoit le soutien d'une jeune génération désireuse de s'engager. Un partenariat a été signé avec l'Université Côte d'Azur et il y a également des jeunes qui s'inspirent tout simplement de leurs proches. Depuis que je suis toute petite, mes parents ils m'ont toujours bercée en fait dans l'action associative. Maintenant que je suis beaucoup plus âgée, j'ai envie à mon tour en fait de faire beaucoup plus d'actions de moi-même. J'avais envie de me rendre utile en fait, et du coup je regardais sur internet des associations dans le coin et j'étais tombé sur celle-là. Ils cherchaient des bénévoles, du coup je me suis proposé et là ça fait plus d'1 an que j'en fais. On apprend des choses, ça apprend en plus à communiquer un peu avec des gens, je sors pas souvent du coup non franchement ça m'apporte beaucoup. La Maraude Nice-Monaco, c'est plus qu'une association, je sens que c'est plus une famille même. Et on fait ça pour une bonne cause, on veut venir en aide. Et depuis 2011, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'activité de la Maraude n'a jamais cessé ou diminué. 93 000 repas au total ont été distribués en 12 ans. Faisons plus ample connaissance avec un artiste monégasque aux multiples facettes. Il s'appelle Patrice Wooly et on peut dire que c'est un touche-à-tout. En effet, il jongle avec les terrains d'expression, la musique, le cinéma ou encore l'écriture. Son portrait est signé Patricia Navarro et Olivier Bonello. Dans l'antre de Patrice Wooly, dans le quartier des Monéghetti, tout rappelle son âme d'artiste. Clavier, crayon, pinceau et d'innombrables ouvrages. Les bibliothèques y sont nombreuses et la bande dessinée très représentée. Je fais du dessin, je fais depuis tout petit, du dessin je suis passé à l'écriture, j'étais décorateur, éclairagiste, et puis maintenant je me diversifie, j'ai fait des courts-métrages, j'essaie de préparer un long-métrage, voilà, oui, tous les arts sont frères, disait Voltaire, voilà, donc j'aime bien tâter à tout. Sa dernière production est un roman dont le titre est un jeu de mots qui laisse déjà deviner les tourments secrets du personnage principal. Dans Je t'aime, Patrice Wooly raconte le quotidien d'un violeur qui va tomber amoureux de l'une de ses victimes. Le récit est dur, souvent cru. Je me mets dans la peau d'un violeur. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait du théâtre pendant 15 ans. J'ai un peu cette faculté, entre guillemets, de me mettre à la place des personnages. Ce qui peut être assez fatigant et éprouvant. Parce que c'est pas évident de pouvoir écrire ça sans se poser la question. En gros, c'est moi qui ai écrit ça, quoi. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis, heureusement. Ça parle de viol. Moi, je peux le dire maintenant, j'ai été violé quand j'étais jeune, j'avais 18 ou 19 ans, c'est encore flou, par une femme, comme quoi ça arrive. Mais c'est ce qu'on appelle plus une agression sexuelle. Oui, j'ai été violé, mais une agression sexuelle, puis j'ai failli rester sur le carreau. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai écrit ce roman. Et je me suis rendu compte, 1 an après, pourquoi j'avais écrit ce roman. C'était pas, je racontais pas mon histoire, mais c'était à cause de cette histoire que j'avais besoin de comprendre. Un roman comme un exutoire pour l'auteur. Le livre vient de paraître, mais déjà Patrice Wooly fourmille d'idées et de projets. Il écrit d'autres romans, dont l'un portera sur ses souvenirs de service militaire, un album de musique intitulé Freedom et 2 films, une comédie dramatique et un récit sur la guerre de 14-18.
Dans le reste de l'actualité, la mairie de Monaco proposait aujourd'hui un atelier graffiti pour les enfants. Ils ont pu laisser libre cours à leur imagination en personnalisant une trousse d'école, l'article indispensable à l'approche de la rentrée scolaire qui aura lieu, je vous le rappelle, lundi 11 septembre en principauté. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa, quelle est la tendance pour la journée de dimanche ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour durant toute la journée. Les températures oscilleront de 23 à 28 degrés. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 20h05 et nous fêterons les Grégoires. Merci Vanessa. Avant de refermer ce journal, nous voulions souhaiter la bienvenue à notre consoeur TV Monaco, partenaire de TV5 Monde. Le lancement de cette nouvelle chaîne de télévision a été effectué hier, 1er septembre, par leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène. L'identité de TV Monaco sera basée sur 4 piliers: l'actualité, l'environnement, le sport et l'art de vivre. Restez bien fidèles à Monaco Info. Dès lundi, nous vous dévoilerons notre nouvelle grille de rentrée avec toujours plus de contenu et plus de direct pour accompagner et faire rayonner ceux qui font Monaco au quotidien. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec ce devoir de mémoire que la Principauté honore chaque année, un 3 septembre, et ce depuis 1944. C'est la libération de Monaco, une rétrospective proposée par les photographes de la direction de la communication. Excellente soirée et à demain 20h pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.